à titre d'exemple. Voilà les différents types de rayonnement ionisants. Il y a les rayonnements alpha. Donc, ce sont des noyaux d'hélium de charge positive. Elles sont émises par des radioéléments lourds. Leur parcours varie selon leur énergie de 1 à quelques centimètres dans l'air et de quelques micromètres dans les tissus vivants et l'eau. Donc, leur propagation. Ça, c'est pour les rayons alpha. Les rayons bêta, par contre, ce sont des électrons négatifs et parfois ils sont positifs. Donc, selon leur énergie, leur parcours dans l'air... Pardon? Est-ce que vous pouvez désactiver le son pour que je puisse terminer le cours? Très bien. Vous m'entendez? Oui, docteur. Très bien. Alors, on a dit il y a des rayonnements. Alors, on a parlé des rayonnements alpha, des rayonnements bêta. Les rayonnements alpha, on a dit, ils sont chargés positivement, donc c'est le noyau d'hélium. Les rayonnements bêta, donc ils sont chargés, donc ils sont parfois négatifs et parfois positifs. Selon leur énergie, leur parcours dans l'air est d'1 mètre à quelques mètres, alors que dans les tissus et l'eau, leur parcours est de 1 millimètre à quelques millimètres. Il y a les rayons gamma, donc ce sont des ondes électromagnétiques, donc émises par des noyaux des atomes en même temps que les particules alpha et bêta. Ils se propagent en ligne droite et sont très pénétrants. Et bien sûr, il y a les rayons X qui sont émis lorsque les électrons sont projetés sur une cible positive. Alors, donc sous l'effet de la chaleur, bien sûr, les rayonnements émis lors d'une fission, donc différents types de rayonnements sont émis. Donc, il y a le rayonnement alpha, bêta et gamma. Les rayonnements alpha, on peut les arrêter par une feuille de papier. Par contre, les rayonnements bêta, on peut les arrêter par une feuille d'aluminium ou de verre, alors que les rayonnements gamma, donc, on ne peut les arrêter que par du béton épais. Il en est de même pour les rayons X. Donc, vous voyez, dans les services de radiologie, donc, le personnel doit porter un tablier, le personnel exposé aux rayons X doit porter un tablier en plan D, donc, c'est-à-dire parce que le plan, il arrête le passage des rayonnements X. Et puis la conception des services de radio, donc les murs doivent être épais, en béton, donc pour éviter la propagation ou bien le passage de ces rayons X, donc en dehors des salles. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran, parce que là, il est coupé. Alors, les principales interactions des rayonnements ionisants sur la matière, donc en pénétrant la matière, généralement, les rayonnements ionisants interagissent avec les noyaux et les électrons des atomes traversés. Donc, ces rayonnements, ils vont interagir avec les atomes traversés. Donc, ils perdent une partie de leur énergie, donc, qui est alors communiquée à la matière. Il en résulte soit une ionisation ou bien en excitation. Donc, ces rayonnements ionisants, lorsqu'ils traversent une matière, ils vont céder de l'énergie à cette matière. Donc, quand cette énergie, elle est assez suffisante, il va y avoir une ionisation, c'est-à-dire l'électron rompt sa liaison avec le noyau. Par contre, si l'énergie communiquée à l'électron ou bien à la matière, elle est trop faible pour arracher
cet électron du noyau, donc il en résulte une excitation. Cet électron, donc, il reste lié à la molécule et généralement il passe à un niveau d'énergie supérieur, correspondant à une orbite plus périphérique. Donc je reprends. Donc les rayonnements ionisants, lorsqu'ils traversent une matière, ils vont céder de l'énergie, vont donner de l'énergie à la matière. Lorsque la matière, cette énergie est assez suffisante, il va y avoir une ionisation, c'est-à-dire l'électron va rompre sa liaison avec le noyau. Par contre, si l'énergie elle est insuffisante, elle est trop faible pour arracher l'électron au noyau, donc l'électron va passer à une orbite supérieure. Et puis, donc, comme interaction des rayonnements avec la matière, donc, il y a l'absorption de l'énergie par le milieu. Donc, lorsque les rayonnements émis rencontrent la matière, il cède bien sûr de l'énergie. La quantité d'énergie émise ou bien communiquée à la matière par unité de masse est appelée la dose absorbée. Donc, la quantité d'énergie communiquée à la matière par unité de masse est appelée la dose absorbée. Par la suite, nous allons voir les différentes unités donc utilisées en radioactivité. D'accord? Voilà, tout de suite là, donc nous passons aux unités de mesure en radioprotection. C'est quoi la radioactivité? Donc la radioactivité, elle mesure le nombre de noyaux qui se désintègrent, qui perdent leur cohésion, on a dit, spontanément par unité de temps. Donc généralement, l'unité de mesure est le becquerel. C'est une désintégration par seconde. D'accord? La dose absorbée, c'est la quantité d'énergie communiquée par le rayonnement à la matière traversée par unité de masse. C'est l'unité, donc, c'est le Gray. Par contre, l'équivalent de dose, c'est la dose qui est responsable d'effets biologiques. C'est l'unité de mesure qui est le Sievert. Et le débit de dose, c'est la dose reçue par l'unité de temps. L'unité de mesure, c'est le Gray par seconde. Donc, nous allons voir un schéma qui va nous permettre de comprendre ces différentes unités de mesure utilisées en radioprotection. Voilà. Alors, nous commençons donc par l'arbre qui est complètement à gauche. Comme vous voyez, il y a certaines pommes qui tombent de l'arbre. D'accord? Le nombre de pommes qui tombent peut se comparer au becquerel, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde. C'est le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde, par unité de temps. Donc, il y a un dormeur pour la deuxième image. Donc, il y a un dormeur qui est sous l'arbre. Il va recevoir ses pommes. Donc, le nombre de pommes reçues par le dormeur peut se comparer au Gray. C'est la dose absorbée. Combien, donc, la matière a absorbé de doses? L'unité, c'est le Gray. Il se compare à la dose absorbée. Et bien sûr, la dernière image, donc il y a une pomme qui a entraîné une bosse, donc une bosse sur la tête du dormeur. Donc l'effet laissé sur son corps selon le poids ou la taille des pommes peut se comparer au Sievert, c'est-à-dire l'effet produit. Donc il y a trois unités qu'on utilise, il y a le becquerel, le Gray et le Sievert. Donc le becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc vous allez toujours penser à cet arbre et à ces pommes qui tombent de là, donc c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc le nombre de noyaux qui perdent leur cohésion, qui se désintègrent, qui se décomposent. Et puis donc la dose absorbée, c'est le nombre de pommes reçues par le dormeur. Et c'est comparé donc à l'unité donc qui est le Gray. Pour ce qui est du Sievert, c'est l'effet produit c'est l'effet laissé sur le corps selon le poids ou bien la taille des pommes. Donc, plus la taille, plus la pomme elle est grande, plus l'effet il est bien sûr il est néfaste. Jusque là ça va? Ou quand vous voulez, donc on laisse les questions donc à la fin du cours. Donc il y a différentes sources
d'exposition. Oui. Il y a différentes sources d'exposition humaine au rayonnement ionisant. Donc, il y a l'exposition naturelle, bien sûr, et il y a l'exposition artificielle. Alors, nous commençons d'abord par l'exposition naturelle. Donc, on distingue deux origines. Il y a d'abord l'origine cosmique, c'est par rapport au cosmos. Il y a certains rayonnements donc cosmiques qui proviennent du Soleil et d'autres étoiles qui interagissent avec les noyaux des atomes de l'atmosphère terrestre. Donc, ils créent d'une part un rayonnement secondaire, c'est ce qu'on appelle l'exposition externe, et d'autre part des radioisotopes, tels que le carbone 14, le tritium, le sodium 22, donc qui participent à l'exposition interne plutôt. Il y a aussi, donc, parmi l'exposition naturelle, il y a l'origine tellurique. On distingue trois familles de radioéléments qui sont présents sur la croûte terrestre. Il y a l'uranium 238, l'uranium 235, l'uranium 232 et les isotopes qui sont le potassium 40 et le rubium 87. C'était pour l'exposition naturelle. On a dit deux origines. Il y a des rayonnements qui nous viennent du cosmos, du Soleil, qui interagissent avec les atomes du globe terrestre. Il y a des rayonnements aussi qui viennent donc de la croûte terrestre. Alors, pour ce qui est de l'exposition artificielle, il y a l'exposition publique, d'accord? C'est l'exposition médicale et l'exposition, bien sûr, domestique. Donc, l'exposition médicale, donc, c'est en radiodiagnostic généralement, ou bien il y a les retombées consécutives aux essais nucléaires militaires. Donc, l'exposition industrielle, il y a des expositions domestiques, par exemple les anciens récepteurs de TV, de télévision, donc qui émettaient des rayonnements, ou bien donc les céramiques dentaires. Or, ce qui nous intéresse, nous, en médecine du travail, c'est beaucoup plus l'exposition professionnelle. D'abord, nous commençons, donc on a dit il y a l'exposition naturelle, l'exposition artificielle, donc ça concerne l'exposition publique et domestique, et surtout, c'est l'exposition professionnelle. Donc, parmi les professions, nous citons les professions médicales et paramédicales, d'accord? Donc, c'est les radiologues et les radiothérapeutes qui sont les plus exposés. Donc, la radioscopie a presque disparu maintenant. La dose délivrée est de 1 millisievert par minute. Donc, en radiographie, donc les radiations, elle est très faible. C'est 1 millisievert pour une radiographie du thorax. Donc, en médecine nucléaire, donc la médecine nucléaire, c'est une discipline qui a visée diagnostique et thérapeutique et encore fonctionnelle. À visée diagnostique telle que la scintigraphie, la radioimmunologie, thérapeutique c'est la radiothérapie métabolique et fonctionnelle c'est l'étude du métabolisme. Il y a la médecine nucléaire in vitro, donc c'est la radioimmunologie. L'isotope plutôt radioactif actuellement le plus utilisé en radioimmunologie c'est l'iode 125. Alors, donc il y a aussi la médecine nucléaire in vivo, c'est la scintigraphie. Donc, après administration de radioisotopes, l'image sera à la fois morphologique, c'est-à-dire forme de la structure étudiée, et fonctionnelle. Bien sûr, elle évalue le métabolisme et la capacité fonctionnelle de l'organe. Donc, ce sont les professions médicales et paramédicales donc, les plus exposées. Donc, lors de la radioscopie, qui a donc elle a presque disparu maintenant, on ne l'utilise plus. Donc, la radiographie, les manipulateurs de radio, les radiologues et tout. En médecine nucléaire aussi, donc, le personnel est exposé. Donc, aussi, à visée thérapeutique, c'est la radiothérapie métabolique qui utilise l'isotope 131 de l'iode à visée thérapeutique.
Alors, généralement, les principales indications de l'iode 131 en pathologie thyroïdienne, c'est on l'utilise pour la maladie de base d'eau, pour le cancer thyroïdien, la radiothérapie emploie des sources radioactives scellées, telles que le cobalt et le radium. Donc, c'est des sources radioactives utilisées à titre thérapeutique. Donc, pour traiter la maladie de base d'eau, on utilise l'iode 131. Donc, c'est un rayonnement, bien sûr, mais c'est des sources scellées. Donc, je vous dis juste un mot sur les sources scellées, d'accord? C'est quoi une source scellée? C'est donc généralement la source scellée, donc les substances radioactives sont scellées dans une enveloppe inactive qui est très résistante et qui empêche la dispersion des substances radioactives. D'accord? La source scellée utilisée en radiothérapie, par exemple, donc c'est une source, c'est comme une pièce de monnaie qui contient une source radioactive, mais elle est scellée, c'est-à-dire l'enveloppe dans laquelle est cette source, elle est résistante, elle empêche la dispersion de cette source. C'est ça la source scellée, d'accord? Bien sûr, les sources non scellées, donc la présentation et les conditions d'emploi ne permettent pas de contrôler la dispersion de la substance radioactive. Au contraire, c'est-à-dire à la différence de la source scellée, qui est bien enveloppée. Alors, parmi les professionnels qui sont exposés au rayonnement ionisant, il y a les travailleurs dans les centres de recherche nucléaire, les travailleurs dans l'industrie nucléaire, tels que les centrales nucléaires, les mines d'uranium, les jauges radiométriques, les travailleurs du secteur industriel, donc, alors la radioconservation des denrées alimentaires, donc pour conserver certaines denrées alimentaires, on utilise des sources radioactives. Et donc, ce qui permet d'exposer le personnel. Vous n'avez pas compris la source scellée. Donc, c'est une source, c'est comme une pièce de monnaie qu'on utilise et dans laquelle il y a une source radioactive, un élément radioactif qu'on utilise. Bon, cette source, l'élément radioactif, il est enveloppé, c'est-à-dire il ne permet pas. Donc, on va le mettre dans un appareil, bien sûr, pour la radiothérapie. Mais c'est une source qui est bien enveloppée, qui empêche la dispersion des substances radioactives. C'est-à-dire, moi, en tant que médecin, par exemple, un radiothérapeute, j'utilise cette source scellée pour le traitement de la maladie de base d'eau, par exemple. Mais je ne serai pas exposée parce que la source, elle est scellée. Elle est bien protégée, d'accord? Les denrées alimentaires, je ne sais pas moi, donc il y a les denrées alimentaires, certains aliments. Alors, nous passons maintenant aux modes d'exposition. Quels sont les modes d'exposition au rayonnement ionisant? Il y a l'exposition externe, il y a l'exposition interne et il y a la contamination. Donc, l'exposition externe, donc les rayonnements ionisants sont émis par une source extérieure à l'organisme. Donc, si la source elle est à distance de l'organisme, on parle là d'irradiation. Mais quand elle est en contact avec la peau, ou bien donc on parle là de contamination. Donc, si la source elle est à distance, elle est loin de l'organisme, on parle là d'une irradiation et c'est une exposition externe. Alors, pour l'exposition interne, c'est généralement l'absorption de radionucléides qui peut se faire par plusieurs voies. Donc, soit la voie respiratoire, c'est l'inhalation de particules en suspension dans l'air. La voie cutanée, c'est lors des blessures, donc, sur une peau saine ou bien lésée. Et bien sûr, sur une peau lésée. Une peau lésée, donc, peut favoriser la pénétration de radionucléides. Donc, ou bien la voie digestive, c'est par ingestion de substances radioactives contenues dans les liquides ou bien les aliments, ou présents sur des objets ou les mains et portées à la bouche.
D'accord? Alors, la contamination, donc, c'est la présence indésirable à un niveau significatif de substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu. L'atmosphère, le sol, les locaux. Donc, quand l'atmosphère, quand il y a un niveau significatif de substances radioactives dans l'atmosphère ou sur le sol, donc, ou encore sur une paillasse, donc là, on parle de contamination. Donc, trois modes d'exposition, au rayonnement ionisant, c'est l'exposition externe, l'exposition interne qui peut se faire par plusieurs voies, respiratoire, cutanée ou encore digestive, et bien sûr, la contamination. Nous passons maintenant aux effets biologiques des rayonnements ionisants. Il y a des effets moléculaires, il y a des effets cellulaires, et bien sûr, il y a des effets tissulaires. Donc, pour les effets moléculaires, donc dans une cellule vivante, toutes les molécules présentes peuvent être touchées. Mais deux molécules sont importantes particulièrement, donc c'est la molécule d'eau et la molécule d'ADN. Donc la molécule d'eau, donc par son abondance au sein des cellules, on sait très bien que l'organisme est formé de plus de 75% d'eau. Et bien sûr, la molécule d'ADN, elle est importante parce qu'elle entraîne des conséquences majeures dues à la modification de sa structure. Donc, on commence par la molécule d'eau, donc la radiolyse de l'eau, donc sous l'action des rayonnements ionisants. La molécule d'eau, elle se décompose en deux radicaux libres. Donc, H2O, sous l'effet des rayonnements, plus H2O, ça nous donne H2O2 plus O2. Ça nous donne l'eau oxygénée, donc qui est très létale. Donc, sous l'action des rayonnements, la molécule d'eau se décompose en deux radicaux libres, qui sont porteurs d'un électron non apparié ou bien célibataire, responsable de lésions moléculaires à leur tour. Un radical libre, c'est-à-dire il est porteur d'un électron non apparié ou bien célibataire. On a dit, un noyau quand il se désintègre, il va donner de l'énergie à la matière qu'il traverse. Donc, quand l'énergie elle est importante, il va arracher l'électron. Quand elle est faible, donc l'électron donc il passe d'une orbite à une orbite supérieure. Et quand il passe à une autre orbite, donc il y a la formation ce qu'on appelle d'un radical, c'est-à-dire ce radical libre, il contient un électron non apparié ou célibataire qui est responsable de lésions moléculaires donc à son tour. Donc, il y a les effets aussi donc sur les systèmes enzymatiques, donc ça va entraîner ces rayonnements la désorganisation des chaînes d'oxydoréduction des cytochromes et bien sûr l'altération des membranes des lysosomes. Donc, comme effet moléculaire, on a dit, donc la deuxième molécule qui est très importante, c'est la molécule d'ADN, parce qu'elle entraîne plutôt des conséquences sur la modification des structures. Donc, il y a la rupture, ces rayonnements, quand ils traversent cette molécule, donc ça va entraîner la rupture d'un ou deux brins de l'ADN et bien sûr l'altération des bases et des sucres. Donc, les lésions de l'ADN peuvent conduire soit à une mort cellulaire, bien sûr, soit des mutations. Donc, il va y avoir des modifications dans la transmission du message génétique, de l'information plutôt génétique. Donc, je reprends les effets sur les rayonnements, donc les effets moléculaires. Sur la molécule d'eau, ça va entraîner la formation de deux radicaux libres, c'est-à-dire qui contiennent un électron non apparié, donc qui va entraîner des lésions moléculaires. Il y a les effets sur l'ADN, ça va entraîner la rupture d'un ou des deux brins de l'ADN et bien sûr l'altération des bases et des sucres. Et ces ADN peuvent entraîner soit la mort cellulaire, soit des mutations. Et bien sûr,
parmi les effets moléculaires, c'est les effets sur les systèmes enzymatiques. Alors, passons aux effets cellulaires. Les effets cellulaires, généralement, ils dépendent de la dose délivrée. Donc, c'est en fonction de la dose. Si l'irradiation, elle peut entraîner soit une mort cellulaire, c'est-à-dire immédiate, si la dose, bien sûr, elle est élevée, ou encore une mort cellulaire différée, et ce, après quelques mitoses, si la dose est plus faible. Donc, les effets cellulaires dépendent de la dose. Si la dose, elle est faible, la mort, elle ne sera pas immédiate, elle sera différée. Si la dose, elle est élevée, donc, nous allons avoir une mort cellulaire immédiate. Parmi les effets cellulaires, nous citons aussi l'altération des fonctions cellulaires, qui peuvent être dues à des doses faibles et qui peuvent se manifester soit par une croissance cellulaire qui est retardée, une mobilité cellulaire diminuée et un cycle mitotique qui peut être retardé ou bien arrêté. Parmi aussi les effets cellulaires, il y a les mutations cellulaires. Donc, après la lésion de l'ADN, les cellules peuvent conserver leur capacité de division, mais ils transmettent alors à leur descendance des anomalies radio-induites, des anomalies qui sont dues à ces rayonnements, qui sont dues à ces dégâts qui sont causés par ces rayonnements. D'accord? On a dit donc la rupture d'un ou des deux brins de l'ADN qui peut entraîner soit des mutations, soit une mort cellulaire. Alors, donc, parmi ces mutations, on peut avoir des cancers, bien sûr, si les cellules somatiques sont touchées par ces rayonnements, ou encore des anomalies héréditaires, bien sûr, si ces rayonnements ou si ces lésions ont touché les cellules germinales. Il y a toujours une altération cellulaire, oui. Donc, on a parlé, donc parmi les effets des rayonnements, on a parlé des rayonnements, des effets moléculaires. Donc, on a parlé de la molécule d'eau et de la molécule d'ADN qui sont les plus importantes dans la matière, dans l'organisme. On a parlé des effets tissulaires, cellulaires qui dépendent de la dose. Donc, soit la mort cellulaire, soit altération des fonctions cellulaires, soit bien sûr des mutations cellulaires. Et en troisième lieu, donc, il y a les effets tissulaires qui ne s'expriment que lorsqu'un nombre important de cellules est détruit. D'accord? Les rayonnements ionisants affectent les cellules généralement qui se divisent. Dans le cas du système hématopoïétique, si la cellule souche qui est à l'origine des cellules de la lignée sanguine est détruite par une dose suffisante, donc la différenciation de ces cellules, elle est bloquée et bien sûr, elle conduit à une aplasie médulaire. Donc, les effets tissulaires ne se voient que lorsqu'un nombre important de cellules sont touchées. C'est bon, nous avons terminé avec les effets biologiques des rayonnements ionisants. Donc, nous passons maintenant aux effets des rayonnements sur l'homme. Donc, il y a des effets qui sont précoces et d'autres qui sont tardifs. Donc, parmi les effets donc les effets précoces, ils se caractérisent par un temps de latence bref, de quelques heures à quelques mois. Donc, nécessite une dose suffisante. Donc, il peut s'agir soit d'une irradiation externe globale généralisée ou bien d'une irradiation partielle localisée. Donc, les effets précoces nécessitent un temps de latence qui est bref, de quelques heures à quelques mois, c'est-à-dire ça peut être immédiat, enfin quelques heures, ou bien après quelques mois. Et donc là, il peut s'agir soit d'une irradiation externe globale ou bien une irradiation partielle qui est localisée juste à un organe. Donc, nous commençons d'abord par les irradiations externes globales ou généralisées. Donc, par exemple, c'est tout l'organisme
donc, qui est exposé à ce rayonnement. Donc, au-delà d'une dose absorbée de 1 Gray, donc, il y a généralement peu de signes cliniques. Donc, parfois, on retrouve une asthénie, des céphalées et des nausées. Donc, généralement, entre 1 et 2 Gray, nous rencontrons des signes neurovégétatifs, donc à titre plutôt à type de céphalée, d'asthénie, de tachycardie, d'hypotension, de troubles digestifs, tels que les nausées, les vomissements et de douleurs abdominales. Donc, le sujet doit être hospitalisé pour surveillance. Donc, en cas d'irradiation globale généralisée entre 1 et 2 Gray, si la personne elle a reçu une dose de 1 à 2 Gray. Vous voyez là, le Gray, c'est la dose absorbée. C'est la dose absorbée. D'accord? C'est, si on retourne à notre schéma, c'est la deuxième, c'est l'image du milieu. C'est ce qu'a reçu le dormeur, donc, comme pomme. Donc, si la personne elle a reçu entre 1 et 2 Gray, donc le sujet doit être hospitalisé pour surveillance. On retrouve des signes neurovégétatifs et des troubles, bien sûr, digestifs. Au-delà ou en dessous? Au-delà, c'est plus. Bon, essayez d'écrire en français parce que là, je ne comprends pas ce que vous écrivez. Hein. Écrivez en français, s'il vous plaît. Je reviens à vos questions, donc à la fin du cours. Alors, au-delà de 2 Gray, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, la personne, elle doit être, si la personne, elle a reçu plus de 2 Gray, donc, ce patient, il doit être hospitalisé en service spécialisé en raison de l'atteinte du système hématopoïétique. Donc, généralement, les lymphocytes sont les cellules les plus radiosensibles. Leur nombre, sous l'effet de ces rayonnements, de cette dose de 2 Gray, donc leur nombre va diminuer rapidement après cette exposition. Le nombre de granulocytes va diminuer aussi. Et bien sûr, on aura une thrombopénie qui est responsable de troubles hémorragiques. Le nombre de plaquettes va diminuer et donc nous aurons des troubles hémorragiques. Alors, au-delà de 6 Gray, donc au syndrome prodromique et hémorragique qui sont majeurs, se surajoute un syndrome viscéral. Donc, qui est gastro-intestinal, qui associe des vomissements, une diarrhée, des hémorragies digestives. Et bien sûr, en l'absence de greffe de moelle osseuse, la mort, elle est quasi certaine. Si la personne elle a reçu plus de 6 Gray, il faut lui faire une greffe osseuse, sinon elle meurt. Alors, au-delà de 10 Gray, donc plus de 10 Gray, les signes neurologiques vont apparaître. Comment ça apparaître? Et bien sûr, dans ce cas-là, aucune thérapeutique n'est efficace. Généralement, le sujet meurt en 48 heures. Aucune thérapeutique n'est efficace si la personne reçoit 10 Gray. Donc, donc on parle en cas d'irradiation globale généralisée. Elle n'est pas localisée à un organe, mais elle est généralisée. Et bien sûr, nous sommes toujours dans les effets précoces. Les effets précoces, nous avons dit, nécessitent un temps de latence qui est bref, de quelques heures à quelques mois. Donc, en cas d'irradiation partielle localisée ou exposition externe partielle, généralement, les effets dépendent de la dose reçue et de l'organe atteint. En cas d'irradiation partielle, pas généralisée. Donc, on a commencé par la généralisée, la globale, et là, c'est la partielle ou bien localisée. Donc, elle dépend
de la dose reçue par la personne et bien sûr de l'organe qui a été atteint. Donc, pour la peau, ça peut aller de l'érythème jusqu'à la nécrose. Donc, si cette personne a reçu une dose de 3 à 5 Gray, c'est l'érythème. Entre 5 et 8 Gray, c'est l'épidermite sèche. Entre 12 et 20 Gray, c'est l'épidermite exudative. Et bien sûr, à 25 Gray, donc c'est la nécrose qui s'installe. Donc, des séquelles importantes peuvent s'observer à titre d'atrophie d'un segment cutané, une dyskératose, une dyschromatose, une douleur et des troubles, bien sûr, de la sensibilité. Ça, c'est le cas de la peau. Si c'est les gonades qui ont été irradiées, donc il faut savoir que les testicules sont plus radiosensibles que les ovaires. Donc, les cellules germinales des testicules sont très radiosensibles. Donc, une dose supérieure à 0 degré, elle entraîne une diminution des spermatozoïdes. Par contre, une dose de 4 degrés, elle peut entraîner une stérilité définitive. Si cette personne a été irradiée au niveau des testicules, elle a reçu une dose de 4 degrés, elle va être stérile pour toute sa vie. Donc, pour ce qui est des ovaires, donc les ovaires, bien sûr, ils ont une radiosensibilité qui est inférieure et la stérilité ne survient que pour une dose supérieure à 8 degrés. Donc, vous savez, vous voyez la différence entre la radiosensibilité des ovaires et des testicules. Alors, pour ce qui est de l'œil, la cataracte peut apparaître pour une dose inférieure à 2 degrés, bien sûr, en 5 ans. Et bien sûr, la thyroïde, on aura une hypothyroïdie retardée entre 10 à 15 ans. Pour ce qui est du système nerveux, nous aurons donc une leucoencéphalopathie diffuse d'apparition tardive, ça peut aller donc de 1 à 3 ans. Et pour la moelle épinière, donc 1 à 3 ans donc d'irradiation. Hein. Pour la moelle épinière, donc nous pouvons avoir des myélopathies radiques aiguës, donc 3 mois après l'irradiation pour des doses supérieures à 45 degrés. L'intestin, donc c'est ce qu'on appelle le grêle radique. Donc, une irradiation de l'intestin peut entraîner une atrophie de l'épithélium intestinal, un épaississement pariétal qui diminue la lumière intestinale. Donc, nous pouvons avoir aussi des douleurs, des troubles du transit, parfois des complications qui sont à titre d'occlusion, de perforation et bien sûr de fistule. Donc, nous aurons aussi donc la pneumopathie aiguë radique en cas d'irradiation du poumon, un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec un poumon blanc qui apparaissent pour une dose supérieure à 8 degrés, bien sûr, en une seule dose, en dose unique. Une dose unique supérieure à 8 degrés peut entraîner une pneumopathie radique. Pour ce qui est des os et des cartilages, donc l'irradiation des os en période de croissance, bien sûr, entraîne un retard ou un arrêt de la croissance. D'accord? Il y a aussi les effets tératogènes. Donc, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé des effets, donc toujours dans les effets précoces, en cas d'irradiation externe globale ou généralisée, c'est-à-dire c'est tout le corps qui est irradié, en fonction donc des doses reçues, puis l'irradiation partielle ou localisée, donc c'est un seul organe qui est donc irradié, et bien sûr l'effet il dépend de la dose reçue et bien sûr de l'organe atteint. Et en dernier, donc toujours dans les effets précoces, nous allons voir les effets tératogènes. Vous savez tous que le fœtus et l'embryon sont très radiosensibles. Donc en période de préimplantation, en cas de dose élevée, ça peut entraîner une mort cellulaire et des avortements qui passent inaperçus. Donc, pendant la période d'embryogénèse, une irradiation risque d'induire des malformations à type de microcéphalie, de retard mental et de troubles de la croissance. Donc, au stade fœtal, c'est-à-dire au-delà de 60 jours, la fréquence des malformations diminue ainsi que leur gravité. Donc, la période la plus sensible, c'est avant 2 mois, avant 60 jours. C'est la période de préimplantation et la période d'embryogénèse. Au-delà de 60 jours, les malformations, leur fréquence, elle diminue.
Donc, là, donc, c'était pour les effets des rayonnements, les effets sur l'onde, les effets précoces. On a dit, donc, ça nécessite un temps de latence qui est bref, donc, de quelques heures à quelques mois. Donc, ça nécessite quelques heures à quelques mois, donc, pour l'apparition de tous ces effets. Alors, pour les effets tardifs, donc, ils sont caractérisés par une période de latence qui est plus longue. Donc, ça peut s'observer pour des doses faibles. Donc, pour les effets précoces, c'était en fonction de la dose. Plus la dose elle est élevée, plus l'effet il est important. C'est ce qu'on appelle les effets déterministes. Il faut une dose. Donc là, les effets tardifs, ils se caractérisent par une période de latence qui est longue et bien sûr peuvent s'observer par des doses qui sont faibles. Ils sont aléatoires. Ils sont aléatoires, c'est-à-dire même une petite dose peut entraîner un effet. Ça ne dépend pas de l'importance de la dose. Donc, leur nature et leur gravité sont indépendantes de la dose et se manifestent généralement par des effets cancérigènes et des effets génétiques. Les effets cancérigènes tels que la leucémie, le cancer de la peau ou le sarcome osseux. Et les effets génétiques qui sont provoqués par la mutation d'une cellule de reproduction. Ils sont difficiles à mettre en évidence car l'incidence naturelle des anomalies génétiques est importante. Donc, les effets génétiques, je peux vous citer donc, comme effets tardifs, donc les essais nucléaires qui ont été réalisés pendant la période coloniale. Et ça s'est répercuté sur les générations actuelles donc, qui ont eu donc, des effets génétiques, des mutations. D'accord? Les effets se sont vus, donc ils se sont observés sur plusieurs générations. Parce que ça prend du temps donc pour se manifester. Alors, nous passons à la prévention, donc avant de passer à vos questions. Donc, pour la prévention technique, donc collective, il faut une bonne conception des locaux, donc pour tout le personnel ou les professionnels qui sont exposés à des rayonnements ionisants qu'on a cités tout à l'heure. Alors, il faut une bonne conception de locaux. C'est les murs qui sont recouverts d'une couche de plomb pour éviter donc le passage des rayonnements. Il faut un contrôle régulier à la recherche de contamination du milieu et du personnel. Et bien sûr, le traitement des déchets radioactifs. Les déchets radioactifs ne doivent pas être lâchés dans la nature. Donc, nous allons voir à la fin un exemple, une histoire réelle qui s'est produite en 78. Alors, pour ce qui est de la prévention individuelle, j'insiste sur le port donc, de vêtements de travail qui doit être approprié. Il faut qu'il y ait un contrôle de la contamination externe avant de quitter les lieux de travail. Porter un dosimètre. Le dosimètre, il protège pas. Le dosimètre, il va nous donner une idée sur la dose absorbée. Donc, le nombre de pommes qui tombent sur le dormeur. C'est le nombre de noyaux qui se désintègrent mais reçus par la personne. Donc, le dormeur, donc, il est, comment dirais-je? C'est à la place, par exemple, d'un manipulateur de radio, donc, qui reçoit des rayonnements. La dose absorbée. La dose absorbée. Le port de dosimètre. Le dosimètre, il nous donne une idée sur la dose absorbée. Alors, il faut bien sûr insister sur la formation du personnel en matière de radioprotection. Donc, le port de moyens de protection, bien sûr, pour le personnel exposé au rayonnement ionisant. D'accord? Donc là, pour les déchets radioactifs, généralement, le stockage il doit se faire dans des fûts hermétiques. Des fûts, c'est en arabe bermir. Des fûts hermétiques, bien fermés, et stockés dans un endroit qui est isolé. D'accord? Alors, on a dit il faut la formation donc du personnel en matière
de radioprotection, il faut donc insister sur le port de moyens de protection. Donc, il faut prévenir aussi la contamination des personnes par des moyens donc, qui sont le port de vêtements étanches, les gants, la cagoule, les bottes, le port des masques isolants. L'alimentation, elle doit être interdite sur les lieux de travail ou bien sur les lieux qui sont contaminés et bien sûr contrôler les personnes avant qu'ils quittent la zone qui est contaminée par les rayonnements ionisants. Pour ce qui est de la prévention médicale, alors lors de la visite d'embauche, avant d'embaucher donc une personne qui va être exposée à des rayonnements ionisants, on fait une anamnèse à la recherche d'affection, d'une affection plutôt personnelle ou bien familiale, surtout hématologique. On fait un examen clinique minutieux et bien sûr, pour ce qui est des examens complémentaires, on demande une formule et une radio pulmonaire. Donc, quelqu'un déjà qui fait des anémies à répétition ou il a une affection donc familiale, congénitale, on ne va pas bien sûr l'exposer à des rayonnements ionisants qui risquent d'aggraver donc son état de santé. Lors des visites périodiques, comme vous savez très bien, ces visites ils se font à une périodicité de 6 à 12 mois. On fait une formule complète et les personnes considérées inaptes, c'est tous les travailleurs chez lesquels on constate d'une façon répétée. Donc à chaque fois, on constate des résultats, soit isolés, soit associés, qui sont un nombre de globules rouges qui est compris entre 3 millions donc 500 et 13 000, un nombre de globules blancs inférieur à 3005 ou supérieur à 13 000, et un taux de polynucléaire donc compris donc entre 35% et 50%. Donc parfois on fait un myélogramme si nécessaire. Donc on fait un examen radiotoxicologique à la recherche de radionucléides dans les urines ou bien dans les selles. Donc là c'est en cas de contamination, c'est l'ingestion, si la personne a ingéré des substances radioactives. La surveillance de l'exposition individuelle par quoi? Par le dosimètre. Donc, pour l'exposition externe, la dose annuelle permise ne doit pas dépasser 50 millisievert ou bien 30 millisievert tous les 3 mois. Donc, pendant 1 an, il ne doit pas dépasser, ce manipulateur de radio, ou bien ce radiologue ou ce radiothérapeute, il ne doit pas dépasser 50 millisievert. Ou donc 30 millisievert par 3 mois, par trimestre. Pour l'exposition interne, donc on fait une anthropogammamétrie. Donc il faut savoir que l'exposition, les effets induits par l'exposition au rayonnement ionisant est réparé au tableau numéro 6 des maladies professionnelles indemnisables. D'accord? Voilà. Donc, je passe à vos questions, si vous voulez. Et on va voir ensemble. Ce qui est indemnisé. Donc, vous n'êtes pas censé savoir, donc, généralement, le cancer, c'est le sarcome, c'est le cancer de l'os, donc, qui est indemnisé par les rayonnements, par l'exposition au rayonnement ionisant. D'accord? Alors, c'est pour évaluer donc le nombre de rayonnements gamma qui a été donc absorbé par la personne, l'anthropogammamétrie. D'accord? Donc la céramique dentaire, elle contenait des rayonnements avant. La céramique dentaire peut émettre un certain type de rayonnement.
docteur, est-ce que la réparation, elle est limitative? Donc, je vais vous chercher donc le tableau des maladies professionnelles pour qu'on puisse... Donc voilà, alors l'anthropogammamétrie, c'est une technique de mesure physique de la radioactivité du corps humain. OK? Le tableau des maladies professionnelles. Alors, donc on va voir ensemble maintenant un exemple sur la perte d'une source d'un appareil de gammamétrie à ces types. Donc c'est un cas qui est réel, qui s'est produit en 78. D'accord? Excusez-moi, mon tableau, ça s'est bloqué. Alors, donc après sa chute d'un camion, la source avait été, donc il y a une source radioactive qui est tombée d'un camion, une source radioactive. Donc cette source, elle a été récupérée par deux jeunes frères, donc l'un qui avait 3 ans et l'autre qui avait 7 ans. Et ils l'ont utilisée comme un jouet pendant quelques heures. Donc avant de se faire confisquer par leur grand-mère. Donc leur grand-mère, elle leur a pris cette source radioactive et elle l'a prise. D'accord? Et elle l'a prise. Donc la source se trouva donc enfouie dans le panier où était stocké donc avec des légumes verts destinés aux repas familiaux puis suspendus au mur de la cuisine. Donc, leur grand-mère elle leur a pris cette source radioactive et elle l'a mis donc dans un panier. Donc c'est juste pour voir les effets néfastes des rayonnements ionisants. D'accord? S'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer les mesures des doses et schémas de la porte? Bon, je termine cet exemple et je reprends toutes vos questions, s'il vous plaît. Alors, pendant 38 jours, la grand-mère fut la plus gravement exposée. Donc, elle de la source, c'est comme une pièce de monnaie, donc une source radioactive. Ses enfants l'ont prise pour un jouet. Ils ont joué avec elle, ils l'ont prise pour un jouet et ils l'ont utilisée. Puis leur grand-mère l'a prise, elle l'a mise dans un panier dans la cuisine. Alors, c'est la grand-mère qui fut la plus gravement exposée pendant 38 jours, en raison de la courte distance qui l'a séparée de la source. La distance, elle était courte. Et des temps prolongés qu'elle passait à préparer plutôt les repas. Deux jeunes femmes, l'une de 20 ans et l'autre de 19 ans, faisaient des séjours fréquents dans la cuisine. Donc, leur distance à la source était comprise entre 0,80 et 1,50 mètres. Et leur exposition durait de 6 à 8 heures par jour. Les deux plus jeunes sœurs, 17 et 14 ans, faisaient des séjours plus occasionnels et moins longs que ceux de leurs sœurs aînées. Donc, les hommes de la famille ne furent quasiment pas exposés car ils travaillaient à l'extérieur et ne pénétrèrent pas que rarement dans la cuisine. Donc, c'est les femmes, bien sûr, qui étaient les plus exposées. Et bien sûr, les jeunes qui jouaient avec cette source. Donc, le porte-source renfermait 17 curies d'iridium. C'est une ancienne unité. Hein. Alors, 22 personnes se feront irradier. La source ne sera découverte que le 12 juin 78. Donc, les premières personnes sont évacuées en France le 16 juin 78. Parmi les 22 personnes irradiées, 7 le seront sévèrement. Donc, les deux garçons, ils ont eu des radiolésions au niveau des mains qui ont nécessité une greffe et même amputation d'un doigt. L'état général, donc, était bien en amélioration.
les 2 jeunes filles de 14 et de 17 ans et les 2 jeunes femmes de 20 et de 19 ans présentaient un syndrome général sévère. Donc, il n'y a pas eu de lésion locale. Par contre, la grand-mère, qui avait l'âge de 47 ans, elle a décédé dans les 15 jours qui suivaient la fin de l'irradiation, par brûlure et nécrose des tissus des parois abdominales et thoraciques, la pauvre. Alors, l'une des jeunes femmes, qui avait 20 ans, enceinte lors de l'incident, a avorté spontanément dans les 2 semaines qui ont suivi la phase de restauration. 4 malades ont nécessité 300 transfusions en 1 mois et demi. Donc, les doses sont comprises entre 500 et 1000 rad si les anciennes unités, on parle plus de rad maintenant, bien que les évaluations déduites de l'analyse des cellules sanguines donnent des fourchettes d'accord. Donc, c'est juste pour vous dire donc, que les rayonnements ionisants donc, ont des effets néfastes. Alors, revenons à vos questions. Alors, la discussion. Voilà. Expliquer les mesures de dose. Le schéma de la pomme, je vais le reprendre. Alors, dose comme l'exemple de, alors, on déclare comme une maladie et profession belle. Alors, au-delà d'une, donc en fonction, au-delà ou en dessous, c'est bon. Alors, là. Que veut dire, ça veut dire quoi? La gravité est indépendante de la dose. C'est-à-dire, ça ne nécessite pas une dose importante pour que ça soit grave. Une faible dose peut entraîner des effets néfastes. Alors, pour ce qui est de la liste limitative ou indicative, donc le tableau numéro 6, la liste elle est indicative. On a dit la liste limitative, c'est pour les infections, tout ce qui est infectieux. Donc la liste elle est limitative, elle limite les professions exposées. 2 nouveaux messages. Alors, vous n'êtes pas censé savoir toutes les doses émises par les différents appareils. Alors, je reprends les modes d'exposition. Pour l'exposition externe, sans contact cutané. Donc, la source du rayonnement, on a dit, elle est à l'extérieur ou bien à distance de l'organisme. Elle peut entraîner une exposition globale ou bien localisée. Ce type d'exposition résulte essentiellement de l'exposition aux rayons X et gamma, et bien sûr neutrogénique. Donc, les expositions externes, la source, elle est à distance de l'organisme. Sans contact cutané, il y a l'exposition externe par contact cutané. La peau généralement elle subit une irradiation par des dépôts de substances radioactives sur la peau. Donc c'est pas à distance, c'est externe mais c'est pas à distance, c'est sur la peau. La substance radioactive peut également pénétrer à travers la peau lésée ou plus rarement saine. Ça, c'est pour l'exposition externe par contact cutané. Sans contact cutané, c'est à distance. Sur la thyroïde dans les effets précoces, les radiations nécessitent de 10 à 15 ans. Comment ça, je n'ai pas compris. Bon, je termine. Pour l'exposition interne, elle résulte de la pénétration de substances radioactives dans l'organisme par ingestion ou par inhalation. Les poussières, les gaz, les vapeurs, les fumées et les brouillards. Par voie cutanéo-muqueuse, l'exposition interne, elle persiste tant que la substance radioactive n'a pas été éliminée par l'organisme. Donc, il y a l'exposition externe sans contact cutané, l'exposition externe par contact cutané et l'exposition interne. Ce n'est pas toutes les maladies professionnelles qui sont indemnisables. On a dit qu'il y a 85 maladies qui sont indemnisables. D'accord? On revient au schéma, si vous voulez. Bon, avant de revenir au schéma, je reprends encore les modes de contamination, les modes d'exposition plutôt. Donc,
Si c'est en contact avec la peau, c'est une contamination pour l'exposition externe. Si c'est à distance de l'organisme et toujours pas en contact avec la peau, c'est une exposition, c'est une irradiation ou une exposition externe sans contact avec cutanée. Donc l'exposition interne, donc c'est pas soit par ingestion, soit par voie cutanée, soit par voie respiratoire. D'accord? Il y a aussi, donc on parle de contamination quand c'est en contact avec la peau, ou là le terme de contamination on l'utilise aussi quand par exemple l'atmosphère ou le sol ou l'appareillage dans un laboratoire est contaminé et infecté en quelque sorte. Contaminé, c'est-à-dire il y a des sources radioactives sur ce sol ou là dans cette atmosphère. C'est juste le terme qu'on utilise. En contact avec la peau, c'est une contamination ou donc parfois les milieux qui sont contaminés. Je reviens au schéma. Oui. Normalement, vous avez vu hier ou avant-hier avec Dr Baraka le TD sur les maladies professionnelles, sur la déclaration. J'espère qu'elle vous a parlé, et même moi, je vous ai parlé du tableau des maladies professionnelles. S'il vous plaît, alors, en cas de dose faible, d'irradiation globale généralisée, on l'a déjà vu dans le cours. On l'a vu dans le cours. Oui, que les maladies qui figurent sur le tableau qui sont indemnisées, pas toutes les maladies. Les autres maladies, même si c'est dû au travail, on les déclare en tant que maladies à caractère professionnel. D'accord? Alors, je reviens au schéma. Voilà. Il y a différentes unités de mesure en radioactivité. Vous allez entendre parler de différentes mesures, unités. Il y a le becquerel, il y a le Gray et il y a le Sievert. Le becquerel, c'est le nombre de noyaux qui se désintègrent. C'est-à-dire qui se décomposent, qui émettent des rayonnements. On a dit il y a des atomes qui se désintègrent, qui se décomposent, qui perdent leur cohésion spontanément et qui émettent des rayonnements. Donc, le nombre de ces noyaux qui se désintègrent est, est comparable au becquerel. L'unité, c'est le becquerel. C'est-à-dire, il y a eu combien de noyaux qui se sont désintégrés. C'est l'unité. C'est donc, c'est comparé à cet arbre, à cette pomme qui tombe. Ces noyaux, donc, c'est les noyaux qui se désintègrent. Mais ces noyaux-là qui se désintègrent, ces rayonnements qui traversent la matière, dans un environnement, il y a l'émission d'un rayonnement. Donc, c'est pas tous les noyaux, c'est pas tous ces rayonnements qui vont atteindre la personne. Il y a que certains qui vont l'atteindre. C'est schématisé par le nombre de pommes qui vont tomber sur le dormeur. C'est la dose absorbée. C'est le dosimètre qui va nous donner une idée sur la dose absorbée. La dose absorbée de rayonnement qui a été absorbée par cette personne. C'est le Gray. Le nombre de noyaux qui se désintègrent, les rayons qui se sont désintégrés, c'est le becquerel. Mais par contre, cette dose absorbée, elle va pas donner, toute la dose va donner des effets. C'est pas toutes les pommes qui vont donner des effets sur le corps de cet homme. C'est pas toutes les pommes. Que les grandes, par exemple, pommes, il y a une grande pomme qui a entraîné une bosse. Donc, l'effet biologique entraîné par ces rayonnements est comparé au Sievert. C'est l'effet produit. D'accord? Oui. Est-ce que la contamination est secondaire au contact avec une peau lésée ou saine? Oui. On peut avoir une contamination sur une peau saine ou lésée. C'est-à-dire que la source radioactive, elle est en contact avec la peau. Là, on parle de contamination. Je vous en prie. Je reste à votre aise. Bon, continuez à... Oui?
Quels sont les deux radicaux libres qui sont émis par la décomposition? H2O2. H2O2, c'est l'eau oxygénée. Je vous en prie. Oui, non, c'est les grès. C'est les un appareil qu'un manipulateur de radio ou un radiologue porte et tous les mois, on envoie ces dosimètres au COMENA à Alger pour faire la lecture. Ce dosimètre, il est donc porté pendant un mois. Pendant ce mois-là, on va avoir une idée sur la dose absorbée par ce manipulateur qui est en grès. Faut calculer, je ne sais pas comment c'est calculé. Le sievert, je ne sais pas comment c'est calculé. C'est une unité, c'est juste une unité. Vous n'êtes pas censé savoir comment c'est calculé. Si l'énergie n'est pas suffisante, bon, il y a de la matière, il y a de l'atome qui se désintègre, il va émettre des rayonnements. Il y a des rayonnements ionisants. Ils vont traverser la matière. Quand l'énergie elle est importante, elle va arracher l'électron. Et quand c'est pas important, quand l'énergie donc elle est faible, donc l'électron il va pas rendre sa liaison avec le noyau, il va passer à une orbite supérieure et ça va entraîner la formation d'un radical libre. Un radical libre, il peut entraîner, il a des effets donc importants. D'accord? On a dit quand elle arrache l'électron au noyau, il va y avoir une ionisation. Quand l'énergie n'est pas suffisante, il va y avoir une excitation. Ok? Bon, je vous remercie. Oui, je vais vous l'envoyer. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été claire. Alors, docteur, normalement, l'irradiation de la thyroïde a un effet tardif. Oui, après 15 ans. Oui. Donc, je reprends ma diapo, si vous voulez. Donc là, c'est en cas d'irradiation. C'est les effets précoces en cas d'irradiation localisée. Voilà, en cas d'irradiation localisée au niveau de la thyroïde, il y a donc une hypothyroïdie retardée. Donc, qui peut apparaître après 10 ou 15 ans. C'est-à-dire la personne, elle a été irradiée, mais la thyroïde, l'hypothyroïdie, donc, ne peut apparaître qu'après 10 ans ou bien 15 ans. Et c'est là, il est précoce. C'est bon? C'est bon, normalement, j'ai envoyé à la fac, au département, le cours sur les accidents de travail et maladies professionnelles. C'est les mêmes cours, mais j'ai encore détaillé par rapport aux cours. Il y a plus d'explications que moi. Je vous conseille d'assister au cours parce que il y a plus d'explications. C'est pas comme la version papier. Ok, très bien. Donc, je vais les envoyer au département. Ne vous en faites pas. Ok? Je vous en prie. Merci d'être si nombreux et attentifs. Et bon courage pour votre examen. Au revoir. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Tout de suite même. Il n'y a pas de problème. Bon courage et au revoir.